parti FND Front National pour le Développement, allié au RPG Arc-en-Ciel, M. Makanera Kake. Bonsoir. Bonsoir. Puisque vous avez été ancien ministre de l'Information et de la Communication, nous parlons de ces deux logos, l'ancien et le nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez dire les concernant? Bon, moi, je pense à chaque fois il y a des problèmes. C'est qu'on n'a pas respecté le fonctionnement normal de l'administration. Sinon, c'est des problèmes qui ne devaient pas se poser. Parce que non, les lois ont donné les prérogatives de chaque fonctionnaire. Le ministre, il n'est pas technique, il est politique. Le ministre devait tout simplement dire, pour cause de branding, nous voulons ça. Il y a les techniciens qui sont chargés de fabriquer le logo et qui doit être adopté. Le ministre n'est pas technique. Donc il ne peut pas imposer, comme ce que je suis en train d'entendre ici. Mais malheureusement... Oui, mais si c'est la présidence qui l'impose. Bon, ça ne se doit pas. Parce que vous savez, quand le président nomme, il vous délègue une partie de ses prérogatives. Bien entendu. Pendant tout le temps de la délégation, lui ne peut plus exercer. Donc on ne peut pas me dire que c'est le président qui l'impose à partir du moment où il est dans l'incapacité d'exercer une partie du pouvoir qu'il a délégué à une autre personne. Le véritable problème chez nous, ça se situe à ce niveau. Comment? C'est pourquoi moi j'ai dit, comment on peut dire à quelqu'un qu'il est compétent quand il ignore même sa propre compétence? Je vous ai dit la dernière fois ici, j'ai dit si j'étais président de la République, si tu as fait droit, tu ne seras jamais au ministère de la Justice. Pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. Si tu as fait les finances, je ne t'enverrai pas là-bas. Vous savez, si tu es journaliste, tu ne seras pas DG de la RTG. Il faut mettre en place un administrateur. Bon, les postes comme ça là, je crois qu'il n'y a pas assez de problèmes là-bas. Mais au niveau ministériel, ça peut bloquer. Parce que ça, c'est une expérience que j'ai vécue quand j'étais au gouvernement et je l'ai vécue quand j'étais à l'Assemblée nationale. Vous savez, si le ministre est juriste, même s'il est avec les docteurs d'État, quand une question juridique est posée, c'est lui qui répond. Et s'il répond, même si c'est insuffisant, un autre. Si la réponse est insuffisante, une autre personne ne peut jamais se lever pour dire le contraire. Et souvent, nos ministres, vous savez, ça peut marcher peut-être ailleurs, mais notre idée du chef et chez les autres, ce n'est pas la même chose. Chez nous, dès qu'on dit chef, il est omniscient, il est omnipotent. Donc, même si il n'a pas étudié, s'il devient chef, il devient le plus grand savant de tout le monde. Alors qu'ailleurs, tu peux être chef, toi-même tu sais que sur ce plan-là, tu n'as pas assez de connaissances, tu écoutes les conseillers. Ailleurs, les conseillers, ils ne sont pas là pour orner, ils sont là pour faire un travail précis. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez, en Guinée, dès qu'on dit que quelqu'un est conseiller, il n'est plus rien. Et ce qui est très malheureux, lorsque vous êtes juriste d'ailleurs, on vous dit conseiller, c'est fini. D'accord. Alors pour vous, donc, ce nouveau logo doit disparaître, c'est ça? Bon, moi, je n'ai pas... En tant que téléspectateur, bon, il doit disparaître, ancien ministre aussi. J'ai pas beaucoup regardé les choses là. Moi, je voudrais parler d'une manière générale. Mais s'il y a des problèmes, c'est que c'est la démarche qui n'a pas respecté les règles de l'art. Sinon, il y aurait jamais... Par conséquent, il doit disparaître. D'accord. Mais vous mettez en relief le culte du chef, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais comment... Le chef ne doit pas imposer. Oui, si ça a été imposé, les gens ne sont pas d'accord. Il n'est pas technicien. Comment sortir de ce culte du chef au niveau de l'administration? C'est le véritable problème qui est posé aujourd'hui sur la table. Ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la Communication. Tout à fait. Mais c'est partout. C'est le véritable problème. Moi, je pense que j'ai suivi beaucoup de choses, mais c'est-à-dire on contourne le problème réel, c'est là-bas. Quel est le problème réel qui est contourné? Le problème réel chez nous, c'est qu'au fond, quand c'est l'administration, ceux qui sont chefs, on a tendance à croire que l'administration vous appartient. Ils sont déifiés. Les commis de l'État. Oui, les chefs. Les chefs déifiés. C'est-à-dire, même dans leur tête,
Ils pensent que c'est pour eux l'administration. Et les autres, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent à savoir, peut-être à tort ou à raison, hein. Peut-être à tort ou bien à raison. On cherche à savoir ce que le chef veut. Tout le monde s'aligne derrière ça. Même les grands docteurs, ils oublient tout ce qu'ils ont appris sur le plan de l'exercice du pouvoir, de la politique des partis politiques. Chacun se met. Regardez, puisque la question n'est pas posée encore, mais vous serez surpris. Quand je venais aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose que mon père m'a dit quand j'étais très petit. Vous savez, moi, je suis né à Kolisoro. Dans Bofa. Dans Bofa. Il y avait un chef là-bas qu'on appelle Nyonkanlai. Il a demandé un jour aux gens de Kolisoro, il dit l'huile qu'on extrait avec un régime de palme qu'on a coupé, il est tombé et ce qu'on a récupéré avec les mains. Qu'est-ce qui est meilleur? Les gens de Kolisoro ont dit ce qu'on a récupéré avec les mains. Il dit, et vous aussi, les gens de Kolisoro. Démentissez-moi. Démentissez-moi, je ne suis pas un dieu. Donc quand je vois les gens, tout le tour au palais actuellement là, quand j'ai regardé ça, j'ai pensé à ce que mon père m'a dit. Alors, c'est exactement ça. Ça ouvre le débat sur le débat d'orientation constitutionnelle. Les acteurs sociopolitiques défilent devant les conseillers nationaux. Chacun vient faire sa proposition. Est-ce que la démarche, puisque le CNT, son président le dit haut et fort, que la constitution qui sera écrite cette fois-ci le sera dans une grande inclusivité. N'est-ce pas l'idée de cette démarche d'écouter toutes les entités du pays? Bon, quand moi j'écoute tout ce qu'on dit autour de cette constitution, j'ai peur pour mon pays. Ah bon? Mais c'est des propositions, Makanera. Non, j'ai peur d'abord. Quand une personne dit quelque chose, vous devez pouvoir, même si c'est évident, parce que le français dit, ce qui est évident, c'est éviter l'évidence. Même si c'est évident, il faut voir s'il dit rouge, s'il n'y a pas un peu de noir là-bas. Mais dès qu'il dit rouge, personne ne cherche à savoir. Même s'il a dit le noir là, que c'est rouge, tout le monde dit que c'est rouge. D'abord, je vais vous donner des exemples. On dit on veut une constitution qui ne change pas. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc on dit qu'il ne change même pas, qu'il doit être stable. Mais l'idée de la constitution, ce n'est pas pour qu'elle soit stable. La constitution doit suivre l'évolution de la société. Exactement. Mais comment quelqu'un a dit un jour, il faut que ça soit stable. Même les docteurs en droit disent, nous voulons que ça soit stable. Deuxièmement, on dit débat d'orientation constitutionnelle. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un débat. C'est quoi? Ah, mais les gens vont pour donner leur avis. Mais c'est quoi le débat? Maintenant, ceux qui sont partis, oui. Quand ils ont donné leur avis, quelle a été la contribution là-bas? Les entités se sont défilées là-bas. Hein. Hier, par exemple, on a vu la contribution des associations professionnelles. Il parle des modalités, l'échange. Oui, mais est-ce que ça, c'est un débat? Les contre-arguments. Ouais. Le débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Débat par rapport à quel thème? Par rapport à quoi? Ils font des contributions. C'est pas un débat. Même quand vous prenez le débat d'orientation budgétaire, mais le ministre vient, il vous donne toute la situation de l'économie du pays. Il te dit, il vous dit, c'est ce que je veux faire. Vous discutez avec lui par rapport à ce qu'il vous a proposé. Mais on dit, on veut faire la constitution, les gens vont chacun défile. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle constitution, chacun raconte ce qu'il veut, on dit débat. Maintenant, quand ils ont dit quelle a été la contre-position pour chaque personne, ce n'est pas un débat d'orientation constitutionnelle, c'est ça la vérité. Et puis d'ailleurs, quand on veut dire l'inclusivité, on a une histoire des constitutions. Vous savez, j'ai suivi même la dernière fois, même pour le barreau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont dit 2 modalités. Il y a 3 modalités d'adoption de la constitution. Vous avez autoritaire qu'on appelle octroyé, comme la charte que nous avons présentement. Ça a été octroyé, personne n'a été associé. Ouais. C'est eux qui l'ont fait. Vous avez semi-démocratique. Vous-même, vous vous asseyez, vous rédigez, après vous soumettez au référendum. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Si ils voulaient évoluer, ils devaient aller au-delà. C'est-à-dire élire une assemblée constituante. Le CNT ou bien le CNRD? Le CNRD, s'ils veulent aujourd'hui une inclusivité, la chose la plus simple, c'est de dire
au peuple de choisir un certain nombre de Guinéens qui doivent parler, même faire des propositions. Comme la charte dit que c'est eux qui vont rédiger. Mais qui doivent faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. Mais 14 millions de Guinéens peuvent se réunir pour se faire représenter. Et je ne vois personne aujourd'hui qui a la qualité de dire « Moi, je peux parler au nom de ce peuple. » Qui? Le peuple a donné son mandat à qui? De parler à son nom. Il n'y en a pas. Donc, si on veut faire la différence entre les autres constitutions et la constitution qu'on devait élaborer, le départ, c'est d'élire une assemblée constituante. On peut leur dire, vous n'aurez pas d'émoulement, rien. Vous voulez servir le peuple. Le peuple vous a confié, venez dire ce que nous voulons. Si tu parles en ce moment, tu es censé parler au nom du peuple. Mais vous ne pouvez pas choisir des gens, vous dites que c'est l'inclusivité. Quelle inclusivité? Quand on veut l'inclusivité, il y a les démarches pour ça. On a l'impression que tous les travaux qui se font en ce moment du côté du palais du peuple, puisque vous étiez déjà député de la 9e législature, vous êtes contre la démarche ou tout au moins ce qui est en train d'être fait. On est en train de tromper la population à travers les appellations, quand on dit débat d'orientation constitutionnelle. Vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est en train d'être fait? Non, mais au fond, même ceux qui vont là-bas, ils savent que ce n'est pas un débat. Mais le débat, c'est quoi? C'est échange de paroles. Quand on soulève un problème, chacun donne sa position par rapport à cette question. Donc, il y a position, il y a proposition et contre-proposition. Mais si vous allez, même les journalistes qui couvrent les événements, leur compte rendu, ils disent la proposition de tel, la proposition de tel, mais nous avons même proposé contre-proposition. Mais quand c'est la proposition, mais dites ce qui se passe. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est la première question fondamentale. Mais la seconde, tout ça là, nous voulons quoi? Une loi fondamentale qui va survivre dans la durée. Ce n'est pas l'objectif d'une constitution. Aucune loi n'est faite. Mais la loi, vous savez, même le Coran que nous avons là, pourquoi Dieu n'a pas fait descendre tout le même jour? C'est pour résoudre des problèmes. Ça doit suivre l'évolution de la société. C'est la dynamique. Vous savez, le vrai problème qu'on oublie, notre vrai problème, c'est comment faire participer le peuple aux prises de décision. Et ça, les textes le prévoient. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, avant de parler de constitution d'ailleurs, même j'ai dit, le CNT là, devait travailler sur ça. On a la prise du pouvoir, ils ont posé un diagnostic. Ils disent que la constitution qui a été élaborée n'a pas été... c'est pas ce qui a été publié. Ils disent qu'il y a la corruption. Ils disent qu'il y a la politisation de l'administration. Voilà tout ce qu'ils ont listé là. Ils devaient savoir maintenant, ces problèmes-là résident dans les textes ou dans la pratique. C'est la première démarche. Est-ce que la corruption, il n'y a pas suffisamment de lois pour encadrer une gestion efficiente de nos ressources? S'il y a suffisamment de textes, de lois pour ça, on cherche à savoir pourquoi il y en a. Un. Deuxièmement, les libertés. L'indépendance de la justice. Ils disent que la justice n'était pas du tout indépendante. Oui, mais c'est les magistrats aussi qui l'ont dit. Non. Leur mea culpa devant le CNRD. Oui, j'ai dit, ils disent, eux et les magistrats, exactement, qui n'étaient pas indépendants. On cherche à savoir, est-ce que c'est les textes qui posent problème? On nous propose ça en fonction de ces textes-là, ou bien la pratique. Parce que les textes peuvent être très très bien. La pratique peut être autre. Certaines personnes vont jusqu'à... Je n'ai pas entendu Mamadi le dire. Et dans ces actes, je ne vois pas ça. Ceux qui disent que tout le problème, c'est le 3e mandat. Il y a des gens qui le disent aussi. Mais heureusement, le CNRD ne l'a pas dit. Et les actes posés derrièrement prouvent aussi que ce n'est pas le cas. Ah bon? Sinon, mais comment on peut dire que c'est le 3e mandat, on a renversé Alpha Condé?
on reçoit Paul Kagame avec pompe, et le pompe même porte son nom, et on dit on est contre le 3e mandat. Ça, c'est pas possible. Contre le 3e mandat en Guinée où la constitution l'interdisait. Non. Si vous dites que vous êtes légaliste. Oui, la question... le légalisme, c'est aussi de respecter les lois des autres pays. Je suis oui, mais là-bas aussi, on a changé la constitution pour que Kagame se mette jusqu'en 2034. C'est pas un modèle. Monsieur Kondé, ce qu'il dit là, c'est un véritable problème qu'il soulève. Parce que quand quelqu'un me dit la constitution l'interdisait, c'est cette constitution qui était là qui l'interdisait. Mais s'il y a une nouvelle constitution, cette constitution ne l'interdit pas. Dès qu'il y a une nouvelle constitution, la constitution la disparaît. On ne va pas refaire le débat de la nouvelle constitution. Non, mais ce que je vais vous dire, personne ne peut faire autrement. Quand vous faites une constitution, vous ne pouvez pas dire la constitution qui est faite aujourd'hui, personne ne pourra la changer. Qui peut le faire? Donc moi je pense qu'on est en train de chercher des fausses solutions à un vrai problème. Est-ce que le vrai problème, c'est le changement de la constitution? Je dis non. Le vrai problème, c'est comment prendre en compte la volonté du peuple. Personne ne peut me dire, quand on organise le référendum en soi est mauvais. Peut-être on peut s'opposer à la qualité de l'organisation du référendum. Mais quand le peuple décide, personne ne peut dire que ça c'est mauvais. Parce que chaque pays a ses spécificités, a ses réalités, a quand même ce droit de pouvoir décider de son propre sort. J'ai entendu les gens dire, non, on va faire une constitution stable comme aux États-Unis. C'est des gens qui ne connaissent pas les États-Unis. D'abord, la première faute, c'est de croire qu'on peut comparer un État fédéral à un État unitaire. Quand vous prenez le système américain, de 1776 à 1909, on a changé 127 fois la constitution au niveau des États fédérés. Chaque État là-bas, sa politique pénale, a ses lois internes. En France, de 1791 à 1958, ils ont changé 14 fois leur constitution. Combien de dirigeants ont félicité tout de suite Erdogan? Tous les dirigeants du monde, quasiment. Mais ce qui est valable là-bas ne peut pas être valable ici. Et il a déjà fait 20 ans, il s'en va pour 5 nouvelles années. La seule question qu'on doit se poser, est-ce que c'était la volonté du peuple? Et ça, on pouvait l'auditer. Mais le problème des élections en Guinée, j'ai toujours dit, même quand j'étais dans l'opposition, je leur disais que vous ne vous occupez pas au vrai problème. C'est-à-dire, on s'occupait de la CENI nationale. Parce que j'ai vu dans les propositions, on dit CENI technique, CENI politique, je ne sais même pas quoi la différence entre CENI technique et CENI politique. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Le problème des élections en Guinée se situe à 2 niveaux seulement. L'administration du territoire et la justice. La CENI ne peut rien. Tout ce qu'on est en train de dire là. Comment? Quel est le rôle de la CENI? C'est l'établissement du fichier électoral, l'organisation des élections. C'est ça le rôle. C'est un rôle central. Le matériel lourd et tout, c'est l'administration du territoire qui paye. Pour l'établissement du fichier, les partis politiques participent, l'administration participe. Le jour des élections, la supervision est assurée par la justice. La supervision dans les bureaux de vote, chaque parti est là-bas. Là-bas, il n'y a pas assez de problèmes. Le problème, c'est au niveau de la centralisation, les CACB. Et chaque CACB est présidé par un magistrat. Le procès verbal qui quitte là-bas, c'est ce qui va directement à la CENI centrale. La CENI centrale ne peut rien changer là-bas. Parce que vous avez votre procès verbal. Si c'est vrai, vous avez le procès verbal. Et que sur ce procès verbal, il y a un changement. Vous êtes sûr, quand vous allez devant le magistrat, avec le procès verbal, il va annuler, personne ne va changer. Donc, au lieu de s'occuper du président de la CENI, des membres de la CENI centrale, occupez-vous de l'administration du territoire et des magistrats.
Parce que c'est eux qui peuvent valider, c'est eux qui peuvent ne pas valider. Alors, plusieurs propositions sont faites. Oui, allez-y. Oui, justement, comme il le dit, il faut s'occuper de la justice, il faut s'occuper de l'administration. Quel mécanisme, quels sont... À travers quel mécanisme? Quelles propositions vous avez à faire, des propositions concrètes pour qu'on puisse bien s'occuper de l'administration du territoire, mais aussi de la justice. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est bon de le dire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme pour s'occuper de ceci-là, afin qu'on puisse avoir des élections crédibles chez nous? Parce que c'est que, pour encore continuer sur la même lancée, lorsque par exemple, on dit c'est la CENI, si la CENI te donne 10 et que la Cour constitutionnelle évalue, elle peut te donner 5. Est-ce qu'on va dire... Parce que la CENI ne fait que provisoire. C'est la Cour constitutionnelle qui donne le résultat définitif. Ouais. Donc le problème, c'est surtout à ce niveau, c'est pas au niveau de la CENI. Donc l'affaire de CENI technique et politique, là, je vous jure, c'est un faux problème. C'est un faux débat. C'est un faux débat. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Là, c'est un véritable problème à résoudre. Même moi, aujourd'hui, je peux avoir des propositions, mais je n'ai pas une solution magique. Vous savez, entre les textes et la pratique, il peut y avoir un grand décalage. Un fossé. Quand vous prenez nos textes, d'abord depuis la Première République, quand vous prenez la constitution de la Première République, mais c'était complètement libéral, hein? Plus démocratique même que la constitution que nous avons aujourd'hui. Mais la pratique n'était pas comme ça. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, parce que je vous dis sincèrement, nous espérons à avoir une constitution. Moi, je ne pense même pas que c'était nécessaire parce que le président, au début, il a suspendu. Donc, on pouvait faire redescendre la constitution de 2020 et travailler là-dessus. Mais si elle est dissoute, c'est pas mauvais aussi. Mais sincèrement, ce qui est à ajouter, ce que le peuple a besoin, qui doit être ajouté à ça, je ne dis pas dans le sens de recul, mais dans le sens du progrès de la démocratie, c'est pas beaucoup. Ah bon? Mais quoi? Moi, pour le moment, dans toutes les propositions, oui, parce que toutes les propositions que j'ai vues, c'est les propositions qui peuvent faire un recul sur le plan de la démocratie. La création de 3 partis politiques, la création de 2 partis politiques. Oui. D'abord, ça... Il y a même eu une proposition de suppression des noms de famille. Ouais. C'est-à-dire, quand tu entends ça, c'est comme s'ils ne savent même pas c'est quoi un régime démocratique. Parce que même en Chine, il y a 9 partis politiques. Mais même en Chine, il y a 9 partis politiques. Aux États-Unis, il y a tellement de partis, on les classe même les anciens et les nouveaux. Ouais. C'est pour dire que tu peux même dormir, tu es parti politique. Maintenant, si en Guinée, avec tout le progrès, dans les difficultés que nous avons eues, pour avoir le multipartisme, les gens pensent qu'aujourd'hui, il faut encore retourner. C'est-à-dire qu'il y a que 2 possibilités. Soit c'est le multipartisme intégral, ou vous choisissez un seul parti. Sinon, il n'y a pas une autre position. Il n'y a pas une troisième option. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une troisième voie. Parce que, comment on va créer les 3 partis politiques? Si on voulait 3 partis politiques dans la démocratie, on n'allait même pas se fatiguer. RPG, l'UFDG, l'UFR, c'est fini. Oui, mais on parle de création, ça sous-entend que ceux qui existent mais pourquoi créer vont disparaître. Mais pourquoi faire disparaître Pourquoi Mais le NFD... Non, j'ai dit 3. Si réellement on veut 3... Peut-être que c'est pour limiter l'ethnocentrisme, le communautarisme mon frère. Des expressions qui s'invitent régulièrement dans le débat. Oui. J'ai aimé quand on posait le débat comme ça. Parce que si vous dites qu'il faut limiter le nombre de partis, ce qui n'existe nulle part au monde, dans une démocratie, je n'ai vu aucun pays au monde. J'ai fait toutes les recherches. Ouais. Je n'ai vu aucun pays au monde où on dit le nombre de partis est limité. J'ai vu là où on a dissous les partis, on a fixé des seuils. Mais même ça, ils sont revenus après. En Mauritanie, je crois même au Burkina, quelque chose de ce genre, j'ai oublié. Dans les recherches, au Nigeria, j'ai trouvé. Mais après, ils sont revenus après. Mais dire qu'on a limité, personne ne crée les partis. Aux États-Unis,
on continue à créer jusqu'en 2011. Je voyais un parti qui est créé là-bas. Chez nous, on dit on veut plus de démocratie, plus de liberté, mais la démocratie, c'est à travers les partis politiques. Si on limite les partis politiques, on a limité la démocratie. Oui, mais est-ce que les partis traditionnels que vous venez de citer, là, le RPG, l'UFDG, l'UFR, est-ce que le problème guinéen, ce ne sont pas ces partis qui sont à la base? Le problème guinéen, ces partis ne peuvent jamais être à la base. Ah bon? Pas du tout. Mais ce que je vais vous dire, oui. Ceux qui sont là, ils agissent au nom de qui? Bien qu'ils ne soient pas élus, ils agissent au nom du peuple. Et ce peuple a fait confiance à ces gens-là. J'ai entendu quelqu'un qui a fait une étude qui disait que les gens n'ont pas confiance aux leaders politiques en Guinée. Je dis quoi? Le président du Nigeria, l'actuel ou l'ancien? L'actuel président qui a été investi hier, je crois. Oui, hier. Sur 93 millions d'inscrits, il n'a même pas récolté 9 millions. Même pas 10% d'inscrits. De l'électorat. De l'électorat. En France, le premier parti là-bas, c'est l'abstention. Ouais. Plus de 50%. En Guinée, le taux de participation est de 80%. On dit là-bas que les partis là, les gens ne les considèrent pas. Mais quand même, pour dire quelque chose, il faut quand même avoir des critères d'appréciation. Moi, je n'ai vu aucun pays où les partis sont considérés, respectés, obéis comme la Guinée. Et si tu fais pour le peuple, c'est que le peuple obéit, il déifie même. Toi, tu peux dire qu'ils sont mauvais. Monsieur le ministre, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes réalités avec les autres pays? Parce que vous regardez chez nous ici, les partis politiques qui n'ont même pas de siège, on est d'accord. Donc oui, il y en a ou bien il n'y en a pas? Il y a des partis politiques qui n'ont pas de siège. Donc, vous me donnez les mots de Vous savez, vous n'avez rien compris. Vous pensez que le parti politique c'est le siège? Non, mon frère. Un parti politique, l'idéal voudrait que le parti fonctionne sans aucun franc. C'est pourquoi à la création, quand vous créez une entreprise, on vous demande un capital social, vous mettez à la banque. Quand vous créez le parti, on vous demande l'idée. L'idée seule. C'est pourquoi quand on fait le plafonnement, on fait le plafond en haut, on ne dit pas le minimum. Même si vous faites votre campagne, 0 francs, c'est bon. Je vais vous donner des exemples en France. C'est en Guinée où on pense qu'il faut avoir de l'argent. Quand vous prenez les 12 candidats français, leur patrimoine réuni, ça fait que 24 millions d'euros. Il y a au moins 3 ou 4 candidats à l'élection française. Je suis plus riche qu'eux. Macron. Mais il est autour de 6 milliards de francs guinéens. Ça ne fait même pas la campagne des partis politiques ici. Mais en Guinée, on pense que le parti, l'argent ne doit pas être. Oui, mais on va parler du siège quand même. Non, je vais lui dire. Parce que c'est aussi. C'est quand même important quand vous. Le siège, c'est l'habitation du parti. Ça fait partie des identifiants. C'est l'habitation du parti. Je vais l'aider. Vous savez créer les partis. Quand vous savez qu'il y en a qui créent les partis juste pour être cooptés et être ministre. Quand c'est comme ça, c'est important. Ou pour être député. Moi, j'étais voisin avec une dame, c'est comme ça, elle est venue à l'Assemblée. Mon frère, si vous pouvez pas obtenir qu'est-ce que la loi a dit du siège? Elle a regroupé juste ses amis du quartier pour créer un parti politique et ça lui a valu d'être à l'Assemblée nationale. Écoutez, mon frère, l'actuel président de Tunisie. Elle n'avait pas de siège, elle n'avait rien. Elle a juste concocté ses amis du quartier. Il faut lui dire, et puis elle est venue à l'Assemblée nationale. Il n'avait ni parti ni siège. C'est lui le président en Tunisie. Quand on dit siège, quelle est l'idée qui est derrière? C'est juste là où on peut vous joindre. Sinon, la loi allait définir, la loi entend siège, un bâtiment de 3 niveaux, ou bien 3 bureaux, 4. Mais dès qu'on dit siège, c'est pour qu'on puisse vous joindre, c'est tout. C'est-à-dire, donc on peut se promener avec ces documents du parti dans le sac et puis le numéro de téléphone aurait suffi. Aux États-Unis, il y a des partis qui naissent pendant les élections et qui disparaissent après les élections. Ça, on parle pas de c'est quoi? C'est-à-dire,
Ce que je veux lui dire, avant de... Non, le deuxième attendez, sujet, parce très que ça c'est important. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit les réalités ne sont pas les mêmes. Vous parlez des États-Unis, nous sommes en Guinée ici. Bien entendu. Est-ce que vous connaissez vous parlez des États-Unis? Il y en a même qui ont pensé qu'aux États-Unis, il n'y a que deux partis. Mais bien sûr, les réalités ne sont pas les mêmes, Marouane. Aux États-Unis, on peut le faire. Est-ce qu'on peut le permettre chez nous ici? Ce que je veux dire à mon frère Ndoye, avant de dire à quelqu'un tu n'as pas ça, tu demandes d'abord il est créé pourquoi, quel est l'objectif. L'objectif des partis politiques, c'est participer à l'animation de la vie publique et l'éducation des citoyens. Ce n'est pas pour construire les maisons pour eux. Tant que dans un pays, les partis politiques qui veulent aller au pouvoir construisent des maisons, font des forages, on ne s'en sortira pas. Parce que ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Normalement, il faut la séparation entre les hommes d'affaires et les politiques. Si mais si quelqu'un... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Guinée. Bon, en Guinée, d'abord, pour être honnête avec vous, nous n'avons pas... C'est pourquoi quand on me dit limité, on n'a même pas atteint le stade des partis. On n'a pas atteint le stade des partis. On va limiter quoi? Ce qui n'existe même pas. D'accord. Aujourd'hui, quand j'entends le deuxième point, je vais retirer l'agrément à un parti. Mais vous retirez l'agrément aujourd'hui de la presse privée. Demain, c'est un candidat avec n'importe quel autre nom. Tous les gens qui sont derrière lui seront là-bas. Ça va servir à quoi? Ça ne servira à rien. On est loin d'avoir des véritables partis politiques. On est à 6 minutes de la fin de l'émission. On va progresser. Ndoye, si vous permettez. Ndoye, vous permettez? Non, on progresse. Le parti, on te dit que le parti est l'instrument de travail. On progresse, oui. On avance. Non, on avance là, s'il vous plaît. Bonsoir. Non, on va progresser. Ndoye et Marouane, si vous permettez. En France, les partis se créent par simple déclaration et s'enregistre au ministère de l'Intérieur. Alors, mais le parti politique, c'est une simple association. D'accord. Est-ce que vous avez observé la semaine dernière le bras de fer, si on peut l'appeler comme cela, entre le gouvernement, par le biais du ministre porte-parole du gouvernement et la presse privée, les annonces qu'il a faites, qu'ils vont fermer des médias qui feront l'apologie du communautarisme, ils vont fermer ces médias et assumer toute la responsabilité. Conséquence, vous avez vu les batteries de mesures que la presse privée a sorties. Quelle analyse vous faites de tout cela pour avoir été membre du gouvernement, ministre de l'information et de la communication? Encore une fois, c'est pour dire que le ministre porte-parole du gouvernement ne connaît pas ses prérogatives et ses compétences. Ah bon? Franchement. Allez-y, comment? Mais pourquoi on a créé la HAC, la Haute Autorité de la Communication? Aidez-nous. Tout simplement parce que la presse là doit critiquer le gouvernement. Et si c'est le gouvernement qui doit analyser, apprécier, dire les critiques sont bonnes, elles seront toujours mauvaises. Pour éviter cela, on dit qu'il faut créer un organe complètement indépendant qui va s'occuper du contenu des messages. Mais si le ministre dit par rapport au contenu du message que lui il va fermer, c'est qu'il ne connaît pas ses prérogatives. C'est ça la vérité. Je vous dis, on a de sérieux problèmes en Guinée. Mais ce n'est pas facile de réussir en Guinée. Hein. Parce que quand j'ai entendu Pépé Koulemou s'attaquer à Alpha Condé, qui serait l'un des vice-présidents de la COPAM, entendez, coalition des partis politiques alliés à la mouvance présidentielle. Leur président est Bouna. Il recevait du riz et de l'argent à chaque occasion. Quand j'entends ce monsieur-là se déchaîner contre Alpha Condé, je dis ce pays-là n'a pas d'avenir. L'actuel avocat dans le procès. Oui. Je jure sur l'honneur. Même pour être député, il a fallu Alpha Condé. Il a été député? Oui, il a été député parce qu'il est membre de COPA. Il est loin d'être le premier à retourner sa veste. Pendant la campagne en 2015, pour qu'il puisse se positionner, avoir un peu d'argent, il a créé Claude de Pivi. Comment il l'a créé? Il dit que c'est la caution morale. Et lui, il est le conseiller de la caution morale. Maintenant, celui-là, ça c'est gêné. Quand il entend parler Alpha et ceci, calamité et tout ça là. Mais quand les Guinéens, quand il y a des gens comme ça en Guinée, en grand nombre, mais qu'est-ce que vous voulez que ça puisse marcher?
ça ne marchera pas. Mais le retournement de veste est aussi une caractéristique de la politique guinéenne ces dernières années. Non, il y a beaucoup de politiques. Il y a beaucoup de politiques qui ont changé radicalement. En une minute, oui. En une minute. Parce qu'en Guinée aussi, là, on ne comprend pas. Alpha, le silence. C'est-à-dire, le politicien n'est pas un mouton qui suit n'importe qui. Justement. Mais il faut assumer. Quand on a été membre de la mouvance présidentielle, c'est que on a soutenu le programme. Ouais. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être en guerre avec Alpha. Mais le programme, tu dois assumer. Mais Pépé Kouloumé vous a même attaqué, monsieur le ministre. Oui, il a dit qu'il n'a pas de niveau, ce monsieur-là. Je jure sur l'honneur. Il pense quand il crie fort, il dit quelque chose. Pour revenir sur le porte-parole. C'est pourquoi il a été le seul avocat qui a été vidé 3 fois là-bas. Et vous avez dit un mot, aussi, c'est pas là, permets-nous de violent porte-parole. Il est violent, c'est mon ami. Vous savez, moi, je ne mentirai jamais contre quelqu'un. C'est pourquoi même quand je débat avec les gens, personne ne peut dire quelque chose sur moi qui va me fatiguer. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui me fait mal. C'est les actes que je pose. Et je fais attention aux actes que je pose. Tout ce que je pose, je l'assume et je défends. Mais les Guinéens pensent que être conscient, c'est être mouton. Moi, personne n'est mon Dieu en politique. Je suis avec toi tant que toi et moi, on conjugue le même verbe sur certaines questions. Si on ne conjugue pas le même verbe, mais je te quitte. Mais ce que j'ai soutenu, je l'assume. C'est ça l'homme politique. Un mot sur non seulement le RPG Arc-en-Ciel avec quelques arrestations après les manifestations et aussi le silence. On a l'impression que le procès Alpha Condé, il a décidé d'être un peu à l'écart du point de vue appel, les vidéos qui circulent, les en 30 audios. secondes, Mais là, je ne sais pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PIP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré 2 choses, c'est l'islam et le RPG. Mais pour terminer, j'avais voulu vraiment qu'on oriente le débat sur certaines questions, par exemple par rapport à la laïcité. Parce que le problème fondamental en Guinée, l'une des solutions, on débattra de cette question lors d'une prochaine fois. Luceni Makanera Kake, on a perdu le son sur la page de l'émission. Ils sont nombreux des internautes qui nous ont écrit. Le brouillard est arrivé, il s'est retourné au bureau pour ça. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Ça alors. Ils sont nombreux qui ont réagi sur la page pour dire que le son a été coupé. C'était vraiment contre notre volonté, chers internautes. Ça en est terminé pour ce deuxième numéro de la semaine. Il était notre invité à Luceni Makanera Kake. Merci donc à vous, Monsieur Makanera, d'être passé dans cette émission. Merci à Sekou Keita. Merci également à Cheikh Sadibou Ndoye, Baïla Amadou Traoré et Habib Marwan Kamara. Merci à la régie, la technique, Oumo Sophie qui est notre réalisatrice. Merci à vous également, à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention. On se reprendra demain, mercredi, avec le même plaisir de vous servir. Certainement, la semaine prochaine, Lamine Moïma Sissé qui suit sa rééducation maintenant fera partie de l'équipe. En tout cas, ces biscuits ont manqué les auditeurs et téléspectateurs. En tout cas, il m'a chargé de leur dire qu'il retournera avec beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs très digestes. Portez-vous bien.